Dans les archives de la police de New York figure un témoignage qui en dit plus que n'importe quel dossier judiciaire. Le détective Ralph Salerno a confié que, parmi tous les criminels auxquels il s'était heurté au cours de sa carrière, seuls 2 lui avaient inspiré une véritable peur. Agnello Della Croce, le redouté sous-chef de la famille Gambino, et Carmine Galante. Galante n'avait pas besoin d'élever la voix ni de brandir une arme pour imposer le respect. Son regard suffisait. Froid, vide, celui d'un tueur né. Ses ennemis préféraient changer de trottoir plutôt que de le croiser. Les médecins qui l'examinèrent le décrivirent comme un psychopathe instable, incapable d'éprouver la moindre empathie. Carmine, Lillo. Galante fut un homme qui brisa toutes les règles. Il débuta sa carrière criminelle à l'époque où Lucky Luciano et Salvatore Maranzano dominaient encore les rues de New York et la termina à une période où le mot omerta, le code du silence de la mafia, avait perdu tout son sens. Toujours un cigare aux lèvres, il devint l'un des hommes les plus redoutés de la Cosa Nostra. Voici l'histoire du roi de l'héroïne de New York. Carmine Galante naquit le 20 et 1 février 1910 à New York, bien qu'une erreur administrative ait fait apparaître le prénom Camillo sur son acte de naissance. Ses parents, Vincenzo Galante et son épouse, étaient arrivés de Castellammare del Golfo, un petit village côtier de Sicile, célèbre pour avoir vu naître certains des parrains les plus influents de la mafia italo-américaine. La famille s'installa à Williamsburg, Brooklyn, un quartier d'immigrés italiens où la pauvreté et la promiscuité coexistaient avec un fort esprit communautaire. Carmine grandit entouré de privations et de violences de rue. C'était un enfant agité, rebelle, presque impossible à contrôler. En 1921, à 11 ans, un accident marqua sa vie. Il fut renversé par une voiture et subit un violent traumatisme crânien. Des décennies plus tard, certains psychiatres se demanderaient si ce choc n'avait pas renforcé les traits psychopathiques qui définiraient sa personnalité. Froideur, impulsivité et absence totale de remords. À l'école, il ne se distingua jamais. Il passa par des établissements ordinaires, des maisons de correction et même une école professionnelle dans le Queens, mais n'alla guère au-delà de la 7e année. À 14 ans, il connaissait déjà la prison, après avoir été arrêté pour un vol à l'étalage. 1 an plus tard, il décida que sa véritable éducation ne se ferait pas dans les livres, mais dans les rues de Little Italy. Dans les rues de Little Italy, Carmine s'entoura de jeunes animés d'ambition criminelle. Son meilleur ami était Joseph De Palma, connu sous le nom de Joe Beck, qui deviendrait des années plus tard un membre important de la mafia. Son jeune frère, Pete Beck, De Palma, rejoignit également le groupe. Et, pour couronner le tout, il avait à ses côtés un parent fidèle jusqu'au bout. Son cousin Angelo, Little Mo, Presenzano. Dans cet environnement, Carmine trouva sa voie, gagner sa vie en dehors de la loi, au service des parrains qui commençaient à écrire l'histoire de la mafia aux États-Unis. Il se forgea rapidement une réputation à Brooklyn comme un jeune homme prêt à tout. Avec Little Mo comme compagnon inséparable, ils formaient un duo redouté. Galante attira l'attention de mafieux chevronnés qui virent en lui un exécutant efficace. Sa spécialité était simple et brutale, frapper sans pitié celui qu'on lui désignait. Après avoir laissé la victime à terre, il la dépouillait de tout ce qu'elle avait sur elle. Certains de ses comparses, plus compatissants, laissaient quelques pièces pour que l'agressé puisse rentrer chez lui. Carmine, lui, ne faisait jamais preuve de clémence. Le 12 décembre 1925, à seulement 15 ans, il fut arrêté et envoyé à la prison municipale. 6 mois plus tard, sa carrière criminelle connut un tournant. Il fut condamné pour vol à main armée et écopa d'une peine de 2 à 5 ans de prison d'État. Il purgea près de 4 ans à Sing Sing avant d'obtenir une libération conditionnelle en 1930. Durant sa jeunesse, il accumula les arrestations, mais les accusations s'effondraient sans cesse devant les tribunaux. Jurés intimidés et témoins silencieux savaient que dénoncer Galante revenait à signer leur propre arrêt de mort. À cette époque, à tout juste 20 ans, il était déjà considéré comme l'un des criminels les plus redoutés de New York. La liberté n'apporta pas la rédemption,
mais le début d'une période plus sombre. Le 15 mars 1930, la police et la presse de l'époque désignèrent Carmine Galante comme responsable de son premier meurtre, l'exécution de l'agent Walter de Cast Castella. Il ne s'agissait pas d'un crime issu d'un vol improvisé, ni d'une fusillade fortuite. C'était un règlement de compte. L'été précédent, alors que Carmine était incarcéré, de Cast Castella et son collègue avaient arrêté un groupe de voleurs, attisant des rancœurs dans le milieu. Le jour venu, l'agent surveillait la distribution des salaires dans l'entreprise de chaussures Martin Weinstein. Au moment précis où le directeur ouvrait le coffre-fort, un groupe d'hommes armés fit irruption dans le bureau. Sans emporter le moindre dollar, ils tirèrent à bout portant sur l'agent, qui mourut sur le champ. Ensuite, les assaillants quittèrent les lieux calmement, comme si rien ne s'était produit. Bien que tous les soupçons se portassent sur Galante, il ne fut jamais condamné pour ce crime. L'affaire demeure l'un des plus anciens meurtres non élucidés d'un policier à New York. Le meurtre de l'agent de Cast Castella bouleversa la ville. Tous les journaux de New York en firent leur une, et une foule de policiers accompagna le cortège funèbre. Mais, même si tous les regards se tournaient vers Carmine Galante, personne n'osa témoigner contre lui. La mort de l'agent fut la 7e d'un total de 19 policiers tués en service rien qu'en 1930, une année particulièrement sanglante pour le corps. L'affaire fut portée devant les tribunaux en août, mais Galante fut acquitté faute de preuves. Ce crime devint le meurtre non élucidé le plus ancien d'un agent dans l'histoire de New York. Après le procès, Carmine tenta de donner une image de normalité. Entre 1930 et 1935, il déclara travailler comme employé à l'O'Brien Fish Company, une société de distribution de poissons, mais ce n'était qu'une façade. Le bâtiment de l'entreprise abritait un café qui, durant la Prohibition, fonctionnait comme un bar clandestin. Cet environnement lui servait de couverture, mais sa véritable vie se déroulait dans la contrebande d'alcool et les vols violents. Avec l'argent obtenu, il alla même jusqu'à investir dans une distillerie illégale à Long Island, montrant qu'il ne se contentait pas d'être un simple homme de main. Dès son plus jeune âge, il cherchait à bâtir ses propres affaires criminelles. Quelques semaines après l'assassinat du policier, le 6 mai 1930, Galante participa à un nouveau coup. Avec 4 complices, il braqua les bureaux d'une compagnie d'assurance à Brooklyn. Le butin s'éleva à 1 200 $ en liquide, en plus de bijoux et d'objets de valeur arrachés à des employés terrorisés. À ce stade, les braquages et passages à tabac de Galante étaient si fréquents que personne ne s'étonna lorsqu'en août 1930, il fut de nouveau arrêté. Cette fois accusé de vol à main armé dans un restaurant. Il passa quelques mois derrière les barreaux, mais une fois encore la chance et ses relations le sauvèrent. Il obtint des avocats de haut niveau, probablement financés par ceux qui avaient voulu récompenser l'élimination de l'agent de Cast Castella. De nouveau libre, Galante poursuivit ses activités criminelles sans relâche. La veille de Noël 1930, lui et sa bande braquèrent la brasserie Lehman Brewery, également à Brooklyn. Le butin atteignit 4 000 $, une somme considérable pour l'époque. Mais la cupidité les trahit. Au lieu de s'enfuir immédiatement, ils décidèrent de charger leur véhicule de caisses de bière, savourant le vol comme s'il s'agissait d'un toast de Noël. Cette négligence leur coûta cher. Le détective Joseph Minahan, qui patrouillait dans le secteur, observait leurs mouvements depuis un certain temps. En les voyant charger le camion, il pensa qu'il s'agissait de simples voleurs et décida de les suivre. Lorsque la bande tenta de s'échapper avec la marchandise, elle se retrouva coincée dans la circulation à quelques rues de là. Le détective Joseph Minahan s'approcha du groupe et leur demanda ce qu'ils faisaient près de la brasserie. Il porta aussitôt son sifflet à la bouche pour appeler des renforts. La situation dégénéra en quelques secondes. Les hommes tentèrent de fuir, mais Carmine Galante ouvrit le feu, déclenchant une fusillade en pleine rue de Brooklyn. Le détective reçut 5 impacts de balles, mais la chance fut de son côté. 4 projectiles restèrent incrustés dans son manteau, et un seul atteignit sa cuisse. Au milieu du chaos, l'une des balles tirées par Galante frappa une fillette de tout juste 6 ans. On ne sut jamais s'il s'agissait d'un accident, d'un ricochet, ou si le sifflet de Minahan avait attiré des curieux sur les lieux. Toujours est-il que cet affrontement fit plus de victimes que prévu.
À ce moment-là, une voiture de patrouille passait dans le secteur. Le conducteur, voyant Minahan blessé, s'arrêta. Le détective, en sang, parvint à monter à bord et à demander de l'aide. Entre-temps, les 3 complices de Carmine avaient pris la fuite. Le seul à être resté sur place fut Galante, étendu sur l'asphalte et lui aussi blessé. Il fut immédiatement arrêté et conduit au commissariat. Il tenta de tromper les agents en donnant un faux nom, celui de son cousin, Charles Bruno, mais sa réputation le trahit. L'un des policiers présents le reconnut aussitôt. Carmine Galante était déjà un visage trop connu dans les bas-fonds de Brooklyn. Au cours de la procédure judiciaire, Galante fut soumis à des évaluations psychiatriques. Les rapports furent inquiétants. Les médecins le décrivirent comme un homme limité sur les plans émotionnels et intellectuels, apathique, incapable de montrer le moindre intérêt pour ce qui se passait hors de la prison. Son âge mental fut estimé à 14 ans et demi, avec un quotient intellectuel d'à peine 90. Il se montrait timide avec les inconnus, incapable de nommer les fêtes les plus courantes et indifférent même à son propre sort. Les spécialistes s'accordèrent à dire qu'il s'agissait d'un névrosé présentant de nets traits psychopathiques. Cependant, certains enquêteurs soupçonnaient qu'il s'agissait d'une mise en scène. Galante feignait la faiblesse pour manipuler le système. En réalité, au-delà de son apparente simplicité, il avait démontré une ruse mortelle pour survivre dans la rue. Le 8 janvier 1931, Carmine Galante plaida coupable et fut condamné à 12 ans de prison. Mais loin d'y voir une défaite, beaucoup dans son entourage interprétèrent cela comme une victoire personnelle. Il avait montré du courage en ne dénonçant pas ses compagnons. Et, sans qu'il le sache, cette longue peine le maintiendrait à l'écart de la guerre de Castellamarez, la lutte interne sanglante qui secoua la mafia new-yorkaise au début des années 30. Il est probable que, s'il avait été en liberté, Galante n'aurait pas survécu à cette guerre. Carmine Galante commença à purger sa peine à la prison de Dannemora. Un an plus tard, en 1932, il fut transféré au Great Meadow Correctional Facility. Pour lui, ce ne fut pas totalement une mauvaise nouvelle. Son cousin inséparable et meilleur ami, Angelo Little Mo Presenzano, y purgeait également sa peine. Ensemble, ils devinrent une source constante de problèmes pour l'administration pénitentiaire. À une occasion, ils furent impliqués dans une rixe à coups de couteau qui se solda par la mort d'un détenu. Ce n'était que le premier signe que la violence de Galante ne s'arrêterait pas, même derrière les barreaux. Le matin du 26 janvier 1933, Carmine Galante, Little Mo Presenzano et un autre allié, Salvatore Agro, se dirigeaient vers la cour pour commencer leur journée de travail. En chemin, ils furent pris en embuscade par 3 prisonniers, dont Joseph Delguis, âgé de 28 ans, condamné pour meurtre au premier degré à Brooklyn. Ce qui se produisit ensuite reste sujet à débat. Selon les rapports officiels, il s'agissait d'une bagarre spontanée. Galante affirma que lui et ses compagnons avaient été attaqués par un groupe de brutes de la prison. Mais les faits ne semblaient pas si simples. L'affrontement eut lieu à un moment où aucun gardien n'était présent. Tandis que Galante et Agro s'en tirèrent avec de simples coupures superficielles, Delguis mourut poignardé. Il est peu probable que Carmine ignorât les conséquences d'un meurtre en prison. Un tel crime annulait tout espoir de libération conditionnelle et ajoutait des années à la peine. C'est pourquoi certains historiens estiment que l'homicide aurait pu être un règlement de compte ordonné de l'extérieur, semblable au cas du policier DeCaste Castella. Delguis avait un lourd passé criminel à Brooklyn, et il n'est pas exclu que Galante ait agi comme exécuteur d'un contrat en suspens. Tout cela se déroulait dans un contexte particulier. La Great Meadow Correctional Facility était connue pour sa gestion chaotique et corrompue. Son directeur à cette époque, Joseph H. Wilson, fit même la une des journaux nationaux à la suite d'un épisode insolite. Il autorisa un avion à atterrir dans la cour de la prison parce que son ami Vannie Higgins, l'un des gangsters et contrebandiers les plus célèbres de l'époque, se trouvait à bord. Le scandale fut tel que même le gouverneur de New York, Franklin Delano Roosevelt, critiqua publiquement Wilson. L'anecdote illustrait parfaitement l'atmosphère trouble
dans laquelle Carmine Galante continuait à semer la violence et à renforcer sa réputation, même derrière les barreaux. Le scandale de l'avion de Vannie Higgins dans la prison fut si retentissant que le gouverneur de l'époque, Franklin Delano Roosevelt, critiqua publiquement le directeur Joseph H. Wilson. La réponse de Wilson fut aussi arrogante que révélatrice. « Je vis dans un pays libre et je dîne avec qui je veux. » Dans ce contexte, la mort de Joseph Delguis ressemblait moins à un accident qu'à une pièce de plus dans l'enchevêtrement de faveurs, de vengeance et de complicité qui marquait la vie carcérale de l'époque. À la suite de cet incident, la peine de Carmine Galante fut augmentée de 3 ans. Cela ne l'empêcha toutefois pas d'obtenir des avantages judiciaires. En mai 1939, il fut libéré sur parole après avoir purgé 8 des 12 années de sa peine. Sa libération fut historique. Il devint l'un des derniers prisonniers de l'État de New York à bénéficier d'une libération anticipée sans passer devant une commission spéciale de libération conditionnelle. Peu après, la loi fut modifiée afin d'empêcher qu'un tel privilège ne se reproduise. De retour dans la rue, Galante tenta de donner une apparence de légalité. Il se déclara employé dans divers postes, mais ne se présenta jamais au travail. Certains cas frôlaient l'absurde. En 1942, il figurait comme assistant au transport au sein de la société Knickerbocker Trucking Company, alors que l'entreprise ne possédait qu'un seul camion. La vérité est que Carmine ne dépendit jamais d'un salaire. Ses véritables revenus provenaient de la contrebande d'alcool et, surtout, des assassinats commandités. Bien que la prohibition ait pris fin en 1933, les prix de l'alcool légal restaient élevés, ce qui maintenait le marché clandestin en activité. Avec ses gains, Galante commença à investir dans des bars, des clubs nocturnes et des restaurants. L'un de ces établissements allait jouer un rôle clé dans son histoire, le Bonfire Restaurant de Montréal. Bien qu'il n'en fût pas l'unique propriétaire, le lieu le mit en relation avec 2 associés influents. Harry Shipp, un génie des mathématiques qui contrôlait une grande partie des jeux de hasard à Montréal durant les années 1940. Il avait étudié à la Queen's University, mais son addiction aux jeux l'endetta et le poussa à s'associer à des individus comme Galante. Luigi Louis Greco, chef de la mafia de Montréal du milieu des années 40 jusqu'au début des années 70. Son nom serait associé au réseau international de trafic de drogue connu sous le nom de French Connection, qui inonda les États-Unis d'héroïne pendant des décennies. Le Bonfire donnait l'image d'un restaurant respectable. En réalité, c'était une façade criminelle qui allait rapidement devenir le centre d'opération d'un commerce bien plus sombre. Le Bonfire Restaurant de Montréal semblait être un établissement respectable. En réalité, c'était une façade criminelle qui devint rapidement un centre d'opération pour des activités beaucoup plus obscures, notamment le trafic d'héroïne. En 1943, Carmine Galante se retrouva impliqué dans un crime qui entrerait dans l'histoire. Il fut désigné comme l'exécutant de l'ordre d'assassiner Carlo Tresca, un immigrant italien de 63 ans, journaliste, syndicaliste, et l'une des voix les plus influentes contre le fascisme aux États-Unis. Tresca était un personnage dérangeant pour beaucoup. Il critiquait avec la même virulence les banquiers, les prêtres, les politiciens, les communistes et les fascistes. Dans ses journaux, il avait attaqué aussi bien Mussolini que le stalinisme, ce qui fit de lui un ennemi déclaré du régime italien. Le 11 janvier 1943, alors qu'il sortait d'un restaurant à Manhattan, Tresca fut abattu de 2 balles tirées à bout portant dans le dos. Les assassins s'enfuirent à bord d'une automobile, retrouvée abandonnée à quelques rues de là. Bien que tous les indices pointassent vers Galante, les preuves directes ne furent jamais suffisantes. Carlo Tresca n'était pas un simple agitateur. Il avait mené des grèves, défié des chefs d'entreprise et dénoncé sans relâche la corruption politique et syndicale. Certains le qualifièrent de communiste, mais en réalité, il était un critique acharné de toute forme d'autoritarisme. Son affrontement avec Mussolini était personnel. À New York, Tresca était devenu l'une des voix les plus puissantes contre le fascisme, ce qui le plaça dans la ligne de mire à la fois de la mafia italo-américaine et d'intérêts politiques internationaux. Plusieurs théories existent quant à l'auteur de l'ordre de son assassinat. L'une des plus répandues
désigne Vito Genovese. À cette époque, Genovese se trouvait en Italie, fugitif de la justice américaine depuis 1937 pour une affaire d'homicide. Il disposait d'une fortune de 750 000 dollars qu'il distribuait à des dignitaires fascistes afin d'assurer ses affaires et sa protection. Cherchant à se concilier Mussolini, il aurait décidé d'éliminer l'un de ses ennemis les plus encombrants, Carlo Tresca. Mais une autre version existe. Certains chercheurs soutiennent que ni Mussolini ni Genovese n'étaient impliqués. L'ordre serait venu de Frank Garofalo, un mafieux lié à la contrebande et en relation avec des sympathisants du fascisme. Garofalo était en outre proche de Carmine Galante et partageait des relations influentes, comme Joseph Barbara, propriétaire du domaine d'Apalaquin, où se tiendrait, des années plus tard, la célèbre réunion mafieuse de 1957. Les soupçons concernant l'assassinat de Carlo Tresca se portèrent directement sur Carmine Galante. Ce même après-midi, il s'était présenté à son agent de liberté conditionnelle. Un agent infiltré le suivit à la sortie du bureau et le vit monter dans une voiture dont la plaque correspondait à celle du véhicule retrouvé après le crime. Pour la police, le lien était évident. Toutefois, il n'existait aucune preuve concluante l'impliquant directement. Galante fut interrogé toute la nuit, mais, comme tant de fois auparavant, il ne révéla absolument rien. Il ressortit indemne, protégé par un mur de silence qui l'accompagnerait tout au long de sa carrière criminelle. La police tenta de renforcer le dossier avec un témoin clé, l'ami de Tresca, Giuseppe Calabi. Mais la tentative échoua. Calabi déclara qu'au moment des coups de feu, il avait tourné la tête et n'avait pas pu identifier le tireur. Faute de preuves solides, les autorités durent se contenter d'un chef d'accusation mineur, violation de sa liberté conditionnelle. Galante fut renvoyé en prison pour purger le reste de sa peine pour vol à main armée. Grâce à l'habileté de ses avocats, la peine fut considérablement réduite. Le 21 décembre 1944, Carmine retrouva la liberté. Cette fois, son prestige dans le monde criminel s'était accru. Il fut promu capitaine de la famille Bonanno. Bien que l'on ignore à quel moment précis, il fut officiellement initié à la Cosa Nostra. En 1945, il épousa Hélène Marulli, avec qui il eut 3 enfants. Cela ne l'empêcha pas de mener une vie parallèle. Il entretint une relation extra-conjugale dont naquirent 2 autres enfants. Sur le plan personnel comme dans le crime, Galante jouait toujours sur plusieurs tableaux. Durant ces années, il resta actif dans toutes sortes d'opérations illégales. L'un de ses commerces les plus lucratifs fut la production d'alcool frelaté. Le 4 septembre 1947, la police le surprit en train de démanteler une distillerie clandestine, capable de produire jusqu'à 900 gallons par jour. Il fut accusé de possession d'équipements illégaux de distillation et envoyé en prison fédérale. Mais, comme souvent, il retrouva rapidement la liberté après avoir payé une caution. 3 ans plus tard, l'affaire fut classée. Parallèlement, il diversifia ses activités dans le jeu organisé, souvent en association avec son vieil ami Joe Beck et son groupe, et il n'abandonna jamais son rôle le plus redouté, celui de tueur à gages pour les Bonanno. Le 1er janvier 1950, Galante attira Dominique Idoni, un escroc de 24 ans accusé d'avoir détourné de l'argent destiné à ses supérieurs à une réunion. Idoni n'en revint jamais vivant. En 1953, Carmine Galante franchit les frontières et s'installa à Montréal, au Canada, dans le but de consolider son contrôle sur le jeune marché du narcotrafic. C'est là qu'il commença à tisser les liens qui feraient de lui une pièce maîtresse du réseau d'héroïne le plus puissant du continent. À Montréal, Carmine Galante resserra ses liens avec des figures clés du crime organisé canadien, parmi lesquels Vincenzo Cotroni, chef de la famille locale, et Luigi Greco, copropriétaire du Bonfire Restaurant, ce même établissement servant de façade à des activités illégales. Le restaurant servait de point de transit pour la contrebande de drogue, dans un contexte idéal pour les affaires. La police de Montréal avait la réputation d'être l'une des plus corrompues d'Amérique du Nord, ce qui faisait de la ville un refuge parfait pour les mafieux. Dans le même temps, aux États-Unis,
se déroulaient les auditions de la commission Kefauver, la première grande enquête sur le crime organisé. Pour éviter d'être convoqués, de nombreux mafieux américains franchirent la frontière et s'installèrent au Canada. En décembre 1954, les autorités canadiennes ouvrirent une enquête sur le Bonfire. La police contacta le service de l'immigration afin de vérifier l'existence de registres au nom de Galante. La réponse fut déconcertante. Il n'existait aucune trace officielle attestant de sa présence au Canada avant cette année-là. Mais l'absence de documents ne freina pas les enquêteurs. Au printemps 1955, ils avaient conclu que le Bonfire n'était pas un simple restaurant, mais un centre d'opération dédié à la vente de drogue. La situation à Montréal se détériorait rapidement. La ville connaissait une hausse alarmante de la violence. Fusillades en pleine rue, règlements de comptes et extorsions. À l'été 1955, on découvrit que des gangsters américains imposaient des paiements à presque tous les clubs nocturnes. Les propriétaires qui refusaient étaient brutalement attaqués. Des bandes faisaient irruption dans les établissements et détruisaient tout sur leur passage. Montréal était au bord de l'effondrement et la pression sur la police ne cessait d'augmenter. Faute de preuves directes contre Galante, les autorités décidèrent de s'en prendre à ses associés. La cible fut Luigi Greco. Un juge émit un mandat d'arrêt et, lors de la perquisition de son domicile, la police découvrit des armes à feu et 4 000 $ en liquide. Peu après, le 10 octobre 1955, Carmine Galante fut arrêtée à Montréal. L'accusation paraissait presque dérisoire pour un homme de son envergure, participation à des jeux de cartes illégaux. Mais pour la police canadienne, l'enjeu n'était pas la gravité du délit, mais de trouver un prétexte légal pour l'expulser du pays. Grâce à l'intervention de ses avocats, Carmine Galante évita une lourde condamnation au Canada, bien qu'il fût contraint de quitter le pays en avril 1956. Bien entendu, cela ne l'arrêta pas. Peu après, il y revint à plusieurs reprises, entrant sans autorisation et défiant les autorités frontalières. Cette même année, déjà aux États-Unis, il se retrouva mêlé à un incident mineur qui attira néanmoins l'attention des autorités. Il fut arrêté pour excès de vitesse dans le comté de Broome, dans l'État de New York. Lors de l'interpellation, il remit aux agents les papiers d'un ami, Joseph Dallarmo, se faisant passer pour lui. La supercherie s'effondra en quelques secondes. Lorsqu'on lui demanda sa date de naissance, Carmine fut incapable de répondre. Cette simple erreur mit au jour l'un des plus grands trafiquants de drogue du pays, qui fut arrêté et conduit au commissariat. Lors de la fouille, 1 800 $ en liquide furent saisis, une somme considérable pour 1956. Les policiers savaient qu'ils avaient affaire à un gros poisson. Comparu devant le juge Klausner, Galante plaida non coupable de toutes les accusations. Excès de vitesse, conduite sans permis et usage d'une fausse identité. Il fut libéré sous caution moyennant 600 $. C'est alors qu'un fait étrange se produisit. Le juge commença à recevoir une avalanche de lettres et de requêtes. Des dizaines de personnes le suppliaient de ne pas incarcérer Carmine Galante. Elles soutenaient qu'il serait plus utile de lui infliger une amende de 500 $, somme qui, selon elles, pourrait être consacrée à des œuvres caritatives dans cette petite communauté. Certains affirmaient même que Galante était prêt à faire don de l'argent à un orphelinat, rappelant qu'il avait lui-même grandi dans la pauvreté. Mais le juge ne céda pas. Le 9 novembre 1956, il rendit son verdict. 30 jours de prison dans le comté de Broome pour conduite sans permis, plus 2 amendes supplémentaires, 100 $ pour excès de vitesse et 50 $ pour usage de faux documents. Pour la première fois depuis des années, Carmine Galante fit l'expérience d'une chute sans que ses influences ne le sauvent immédiatement. Après la condamnation de novembre, Galante fut incarcéré. Il n'y resta que quelques semaines. Le 3 décembre, il était déjà libre. Le plus révélateur ne fut pas la brièveté de son incarcération, mais ce qui s'y produisit. De hauts responsables de la police du New Jersey rendirent visite à 2 reprises au juge Klausner pour lui proposer un pot de vin en échange d'une libération anticipée de Galante. Le magistrat refusa, démontrant jusqu'où s'étendait le réseau de corruption protégeant Carmine, jusque dans les forces de l'ordre. Peu après, à son retour d'un voyage au Canada,
Galante traversa l'Atlantique à destination de la Sicile. Il cherchait à y renforcer ses contacts internationaux dans le commerce de l'héroïne. Dans le village natal de son père, Castellammare del Golfo, Carmine Galante trouva ce qu'il cherchait, de jeunes Siciliens inconnus de la police américaine. Il les recruta comme gardes du corps, tueurs à gages et, surtout, distributeurs de drogue. À New York, ces hommes recevraient le surnom de « Zips », un terme péjoratif faisant référence à la fois à leur accent prononcé et à leur manière rapide et énergique d'agir. Sous les ordres de Galante, les Zips se transformèrent en une armée loyale et redoutable. Durant son séjour en Sicile, Galante participa à une réunion clé organisée par des parrains influents tels que Giuseppe Pidou, Genco Russo et Gaetano Badalamenti. L'accord fut clair. Les Siciliens produiraient l'héroïne. La marchandise serait d'abord acheminée vers le Canada. De là, elle entrerait aux États-Unis, où les Zips de Galante se chargeraient de la distribution. Cet accord marqua le début de l'un des réseaux de narcotrafic les plus lucratifs de l'histoire. Connu sous le nom de French Connection, il allait inonder l'Amérique du Nord d'héroïne durant les décennies suivantes. À son retour d'Italie, Galante faillit être arrêté. Le monde criminel new-yorkais avait radicalement changé en son absence. Le 25 octobre 1957, le puissant parrain Albert Anastasia fut assassiné dans un salon de coiffure de Manhattan. Sa mort déclencha une véritable tempête au sein de la Cosa Nostra. Pour apaiser les tensions, Vito Genovese convoqua une grande réunion de chefs sur la propriété de Joseph Barbara à Appalachian, un petit village de l'État de New York. La réunion était prévue pour le 14 novembre 1957, mais elle entrerait dans l'histoire pour son dénouement inattendu. Elle se termina avant même d'avoir commencé. Ce matin-là, le sergent Ed Croswell, un policier local, remarqua un détail qui éveilla ses soupçons. Ce qui semblait être une journée ordinaire se transforma en l'une des descentes policières les plus célèbres contre la mafia. La police fit irruption sur les lieux et la panique éclata. L'élite de la Cosa Nostra s'enfuit en désordre vers les bois environnants. Plus de 50 mafieux furent arrêtés, parmi lesquels des figures majeures telles que Joseph Bonanno, Joe Profazzi, Carlo Gambino, Vito Genovese et bien d'autres. Carmine Galante, en revanche, fut l'un des rares à réussir à échapper à la capture. Il se dissimula parmi les arbres et disparut sans laisser de traces. Cependant, son nom fit la une des journaux dès le lendemain. Le New York Daily Mirror, dans son édition du 15 novembre 1957, l'inclut dans la liste des 60 gangsters présents à Appalachian. La confirmation de la présence de Galante à Appalachian arriva peu après. Lors de la fouille des effets de Salvatore Tornab, un mafieux d'Albanie arrêté après la rafle, la police découvrit des notes révélatrices. L'une d'elles mentionnait un rendez-vous avec Galante, suivi de l'instruction d'appeler Joseph Barbara à Appalachian. Une autre contenait le mot « Aquaella ». On pensa d'abord qu'il s'agissait d'une lotion après rasage, mais on découvrit ensuite que c'était l'un des pseudonymes les plus utilisés par Carmine Galante. Avant la création de la loi RICO, la meilleure arme du gouvernement fédéral contre la mafia consistait à l'accuser d'évasion fiscale. Galante le savait, et c'est pourquoi il chercha désespérément à blanchir les revenus issus du trafic de drogue. À l'été 1957, il devint le propriétaire officiel de la Rosina Costume Company, une entreprise textile spécialisée dans la confection de robes féminines. Du moins, c'était la façade. Les autorités soupçonnaient qu'il s'agissait en réalité d'un centre d'opération pour le trafic de stupéfiants. Les fédéraux commencèrent à surveiller l'entreprise. À première vue, tout paraissait légal, mais ils remarquèrent rapidement un détail révélateur. La société expédiait et recevait en permanence des colis de l'étranger par l'intermédiaire de la compagnie maritime Latimer Shipping Company, propriété de Nick Douganis, alias Nick le Grec, un homme d'affaires du Queens qui, selon les rapports du FBI, entretenait des liens étroits avec Galante. L'enquête fédérale révéla que les activités de Carmine allaient bien au-delà d'un simple atelier textile. Les agents découvrirent que lui et Nick le Grec partageaient des intérêts dans le secteur maritime
ainsi que dans un réseau d'usure lié aux paris sur les hippodromes. D'autres sources de revenus apparurent également. Le journal The Star Ledger de Newark publia que Gallant était propriétaire de l'Apco Vending Company, une entreprise de distributeurs automatiques. À première vue, cela ne semblait pas illégal. Pourtant, les journalistes découvrirent que la société de Gallant contrôlait pratiquement tout le marché des machines à pièces dans le New Jersey et à New York. Le tableau changea radicalement au début de 1958 lorsque des informations accablantes émergèrent. Carmine Gallant était impliqué dans un vaste réseau international de trafic de drogue. Son nom apparut lors des audiences publiques de la Commission d'application de la loi de l'État du New Jersey, suivie de très près par la presse. À partir de ce moment, le FBI plaça Gallant sous une surveillance étroite. Même le puissant directeur du FBI, J. Edgar Hoover, mentionna Carmine Gallant dans ses directives internes. Il ordonna à ses agents de porter une attention particulière à ses connexions politiques et de vérifier non seulement la légalité des revenus de Gallant, mais aussi celle de tous ceux qui travaillaient pour lui. C'était le début d'une opération d'envergure, destinée à faire tomber l'homme qui, jusque-là, était resté presque intouchable. Dans le cadre de cette enquête, les fédéraux réexaminèrent un épisode apparemment banal, l'arrestation de Gallant en 1956 dans le comté de Broome pour excès de vitesse. Deux éléments étaient troublants. Pourquoi une simple contravention avait-elle mobilisé autant de personnes pour le défendre? Et pourquoi des agents du New Jersey semblaient-ils si désespérés de convaincre leurs collègues incorruptibles de Broome d'accepter un pot de vin? Les réponses révélèrent ce que peu avaient compris jusque-là. Carmine Gallant n'était pas un simple homme de main, mais un individu disposant d'un réseau de protection comprenant des fonctionnaires, des bureaucrates et des policiers prêts à tout risquer pour lui. Le FBI avait découvert que derrière le mafieux au cigare se cachait un système de corruption profondément enraciné dans les institutions. L'affaire Gallant devint un exemple parfait de la manière dont la corruption avait pénétré les forces de l'ordre, la politique et le système judiciaire. Une enquête interne révéla l'ampleur du problème. Plusieurs agents furent suspendus et l'un des messagers, chargé de proposer des pots de vin, le capitaine Glitzman, fut condamné à 1 an de prison et à une amende de $500. Le 9 janvier 1958, un grand jury fédéral spécial décida de convoquer Carmine Gallant pour témoigner. Mais la convocation ne lui parvint jamais. Lorsque les marshals se rendirent à son domicile, ils découvrirent que la maison avait été vendue. Les voisins confirmèrent que Gallant y avait bien vécu, mais plus désormais, et que personne ne savait où il avait déménagé. C'était comme s'il s'était volatilisé. Face à la frustration, le FBI eut recours à des mesures extrêmes. Il diffusa des avis de recherche avec la photographie de Carmine Gallant et la liste de ses nombreux alias. Parmi eux figurait son surnom le plus connu, Lillo, qui en italien fait référence à un petit cigare, indissociable de son image. Les informateurs livraient des versions contradictoires. Certains affirmaient que Gallant avait fui en Italie, d'autres qu'il se trouvait à Miami, d'où il pouvait facilement se rendre en République dominicaine. Les lois migratoires de l'époque jouaient en sa faveur. Un citoyen américain pouvait entrer sur l'île sans passeport, et aucune trace d'entrée n'était conservée. Seule la sortie était enregistrée. Pour quelqu'un cherchant à disparaître, c'était la cachette idéale. Les lois migratoires de l'époque favorisaient Gallant. Un citoyen américain pouvait entrer en République dominicaine sans passeport, et surtout, aucun registre d'entrée n'était conservé. Seulement celui de la sortie. Pour quelqu'un voulant disparaître, c'était l'endroit parfait. Mais en mars 1958, l'affaire prit un tournant inattendu. Des informateurs assurèrent avoir vu Gallant à Manhattan. Le FBI décida de vérifier et parvint à le localiser. Ils découvrirent qu'il s'était enregistré dans un hôtel sous le faux nom de Karl Alla. À cet instant, les agents se souvinrent de l'une des notes retrouvées des mois plus tôt parmi les effets de Salvatore Tornab, arrêté à Appalachia. Ce nom y figurait précisément. La conclusion fut immédiate. Carmine Gallant menait une double vie, se cachant à la vue de tous sous de fausses identités. Tandis que le FBI le recherchait dans tout le pays,
Galante vivait discrètement dans le New Jersey, où il avait loué un appartement et partageait sa vie avec une femme prénommée Antoinette. Les agents décidèrent de l'approcher. Ils lui montrèrent une photographie de Galante et lui demandèrent si elle le connaissait. À la surprise générale, Antoinette se montra étonnamment ouverte. Elle affirma que cet homme était son mari, confirma son âge et décrivit même la voiture qu'il conduisait la nuit. Dans un moment d'inattention, elle l'appela par son véritable prénom, Carmine. La découverte semblait décisive. Pourtant, lors de la rencontre suivante, Antoinette se présenta accompagnée d'un avocat et quitta peu après le New Jersey, fermant cette piste d'enquête. Parallèlement, le FBI avait mis sur écoute les lignes de la Rosina Costume Company, la supposée fabrique de robes de Galante. Les enregistrements révélèrent un détail troublant. Dans leur conversation, Carmine et ses hommes utilisaient le mot « boulette » comme code. Étaient-elles prêtes? Où devaient-elles être livrées? Qui viendrait les récupérer? Pour les agents, la conclusion était évidente. Boulette signifiait héroïne. Ils découvrirent également que Galante passait de longues heures dans sa chambre d'hôtel, transformée en une sorte de quartier général. Le téléphone installé dans la pièce fut lui aussi placé sur écoute. L'un des appels se révéla particulièrement accablant. Un associé dit à Galante qu'il avait payé 140 $ supplémentaires pour un lot qu'il devait récupérer au restaurant Bonfire de Montréal. Tout indiquait qu'il s'agissait d'une cargaison d'héroïne déjà réglée. Galante, toujours prudent, répondit froidement. Il lui ordonna de s'assurer que personne ne le suivait en quittant les lieux. Le 3 juillet 1958, le FBI porta un coup direct à l'entourage de Carmine Galante. Ils arrêtèrent Joseph Dallarmo, l'accusant de complot en vue de trafic de drogue. L'enquête révéla qu'il avait financé le voyage d'un chauffeur de taxi new-yorkais, Vincent Truppia, jusqu'à Milan. Sa mission était claire: récupérer un colis à un point convenu et le ramener aux États-Unis. Mais à son arrivée à l'aéroport de New York, il fut arrêté. Dans l'une de ses valises, les agents découvrirent un compartiment secret contenant 8 kilos d'héroïne. Vincent Truppia était acculé. S'il ne coopérait pas, une lourde peine l'attendait. Mais s'il parlait, il savait que la vengeance de Galante serait une balle dans la nuque. Les agents lui firent comprendre que son destin dépendait d'un choix: coopérer ou passer des décennies en prison. Sous cette pression, il décida de parler. Il révéla l'adresse exacte de la planque où il avait récupéré l'héroïne. Le lieu fut placé sous surveillance et l'on découvrit rapidement qu'il était fréquemment utilisé par Francesco Perico, un proche de Lucky Luciano. À ce moment-là, les autorités américaines et italiennes étaient obsédées par Luciano, convaincus qu'il continuait à tirer les ficelles du narcotrafic international. Pour les enquêteurs, cela semblait confirmer leurs soupçons. Ils perquisitionnèrent l'appartement de Luciano et y trouvèrent un carnet contenant les noms de supposés associés dans le trafic. Beaucoup d'entre eux furent arrêtés, bien que Luciano lui-même ait été relâché. Les preuves étaient insuffisantes et, en réalité, à cette époque, il ne participait probablement plus à des opérations de grande envergure. Le 17 avril 1959, le juge fédéral Alexander Bix prononça une sentence historique: 15 ans de prison pour Vito Genovese, qu'il qualifia de « l'un des plus grands trafiquants de drogue du monde ». Ce même jour, son allié Joe Beck reçut la même peine. Les autorités fédérales avaient réussi à incarcérer plusieurs gangsters de premier plan, mais le commerce restait intact. Selon le FBI, plus de 2 tonnes d'héroïne entraient chaque année aux États-Unis durant cette période, un volume colossal pour l'époque. Le 1er juin 1959, la police de l'État du New Jersey arrêta enfin Carmine Galante. Il fut interrogé toute la nuit, mais, fidèle à son habitude, il se réfugia dans son rôle d'ignorant, qui ne savait ni ne comprenait quoi que ce soit. Le lendemain, il comparaissait devant un juge sous l'accusation de complot en vue de trafic de drogue. Son avocat demanda une libération sous caution qui lui fut accordée. Le montant s'élevait à 100 000 $, payés immédiatement. Une fois de plus, Carmine Galante sortait de prison, libre, provocateur et protégé par un système incapable de le retenir, tandis que les autorités voyaient leurs efforts échouer
pour arrêter l'un des parrains les plus redoutés de la mafia new-yorkaise. Les ennuis de Carmine Galante ne firent que se multiplier. Au printemps 1960, lui et 29 autres mafieux furent inculpés pour complot en vue de distribuer des stupéfiants. Le 17 mai 1960, Galante décida de se rendre volontairement à la police. Mais, comme à son habitude, il plaida non coupable. Il paya une nouvelle caution de 100 000 $ et retrouva la liberté. En novembre 1960, le procès s'ouvrit. Plusieurs témoins se souvinrent que l'atmosphère dans la salle était tendue et hostile, marquée par une pression constante sur les jurés et les témoins. Les intimidations allèrent si loin que le juge lui-même fut informé qu'une témoin clé avait reçu des menaces de violence physique. Face à cela, il envisagea de révoquer la liberté sous caution de Galante. La tension atteignit son paroxysme lorsque le président du jury ne put assister à l'audience finale. Il avait fait une chute mystérieuse dans une maison abandonnée, se fracturant la colonne vertébrale et se retrouvant gravement blessé. Au cours du procès, Galante ne dissimula pas son arrogance. Dans un accès de colère, il cria « Que le jury entende tout », ce qui lui valut une peine supplémentaire de 20 jours pour outrage à la cour. Le 10 juin 1962, le verdict fut sans appel. Galante et 12 autres accusés furent reconnus coupables de complot en vue de trafic de drogue. Le juge ne mâcha pas ses mots au moment de prononcer la sentence. Les preuves présentées démontrent que vous étiez le chef, le directeur exécutif de cette entreprise criminelle. Votre parcours témoigne d'un mépris total pour la loi. Vous représentez une menace pour la sécurité publique. Carmine Galante fut condamné à 20 ans de prison. Il commença à purger sa peine dans la prison légendaire d'Alcatraz, mais n'y resta que peu de temps. L'établissement ferma ses portes en 1963. Il fut transféré à la prison fédérale de Lewisburg, en Pennsylvanie, où il côtoya des figures d'une influence considérable, le puissant syndicaliste Jimmy Hoffa et un jeune mafieux nommé John Gotti. On raconte que Gotti fut impressionné par Galante et que celui-ci lui proposa même de travailler dans ses affaires à sa sortie de prison. Gotti déclina poliment, affirmant qu'il avait déjà ses propres projets. Le 24 janvier 1974, après avoir purgé 12 des 20 années de sa peine, Carmine Galante retrouva la liberté. Le monde du crime l'attendait, et il était déterminé à rattraper le temps perdu. Lorsque Carmine Galante fut libéré en 1974, les nouvelles qui l'attendaient à l'extérieur n'étaient guère encourageantes. Pendant son incarcération, le gouvernement avait fait tout son possible pour démanteler les routes de l'héroïne qu'il avait mises en place depuis la Sicile. Le système qu'il avait créé à Palerme appartenait désormais au passé. Galante devait se réinventer et trouver de nouvelles sources de revenus. Et il le fit rapidement. Des informateurs du FBI, parmi lesquels Bill Bonanno, fils de Joseph Bonanno, rapportèrent qu'à peine sorti de prison, Carmine commença à prendre le contrôle de la famille Bonanno. La situation était paradoxale. Le chef officiel, Philip Rusty Rastelli, avait fini en prison. Pendant ce temps, Galante, tout juste libéré, était l'un des parrains les plus puissants et disposait d'une autorité suffisante pour imposer son pouvoir sur une grande partie de l'organisation. Dans les faits, il devint l'homme le plus influent de la famille dans la rue. La famille Bonanno traversait une nouvelle division interne. Elle n'atteignit pas les niveaux de violence de la rébellion qui, des années plus tôt, avait provoqué la chute de Joe Bonanno, mais elle marqua néanmoins une nouvelle fracture au sein de l'organisation. L'un des avantages de Rastelli sur Galante était que, durant les années où Carmine avait été incarcéré, lui était resté libre, générant de l'argent et construisant des réseaux de soutien et de loyauté à l'intérieur comme à l'extérieur de la famille. Dès 1965, un rapport du FBI signalait Rastelli comme allié de Gaspar de Gregorio, l'homme qui avait dirigé la rébellion contre Joe Bonanno. Cette alliance lui apporta prestige et soutien auprès de plusieurs parrains influents, mais Rastelli accumulait aussi les problèmes. En février 1973, il fut condamné à 4 ans de prison pour usure, auxquels s'ajoutèrent 6 mois supplémentaires pour outrage au tribunal. Et alors qu'il se préparait à purger cette peine, un autre événement bouleversa l'équilibre des pouvoirs. La mort de Natal, Joe Diamond. Et voilà,
alors chef officiel de la famille Bonanno. Le siège du pouvoir se retrouvait à nouveau vacant. La commission désigna Philippe Rusty Rastelli comme nouveau chef officiel de la famille. Rastelli bénéficiait du soutien des parrains, ce qui lui conférait une légitimité. Mais Carmine Galante n'était pas disposé à s'en contenter. À peine sorti de prison, il s'entoura de ses hommes de confiance et reconstruisit rapidement son empire. Il relança des opérations de jeu illégal et de prêts usuraires. Mais une chose l'obsédait plus que tout, la vengeance. Le ressentiment de Carmine Galante avait plusieurs cibles bien définies. Philippe Rastelli, désigné comme chef officiel, qu'il méprisait en le considérant comme un dirigeant faible. Agnello della Croce, sous-chef de la famille Gambino, dont les hommes avaient assassiné 2 de ses distributeurs d'héroïne. Et, de manière plus étrange, Frank Costello, ancien parrain de la famille Luciano, déjà mort lorsque Galante retrouva la liberté. La haine envers Costello fut aussi irrationnelle que symbolique. L'un des premiers ordres donnés par Galante fut d'envoyer son lieutenant Cesare Bonventre et d'autres hommes au cimetière de Stan. Michaels avec de la dynamite pour faire sauter sa tombe. L'attentat ne se déroula pas comme prévu. La tombe résista à l'explosion, même si le rapport de police indiqua que les portes avaient été arrachées et les restes profanés. Une illustration de la personnalité de Galante. Sa soif de revanche dépassait même la mort. À l'hiver 1974, Carmine lança une campagne systématique pour détruire tout ce que Rastelli chérissait. Sa première cible fut James Fernand, beau-fils de Rusty et homme de confiance qui gérait une partie de ses affaires de Paris. Rastelli l'aimait comme un fils. Le 6 mars 1974, sur ordre de Galante, Fernand fut exécuté dans sa propre boutique de vêtements. 1 an plus tard, en mars 1975, l'offensive se poursuivit. Rastelli, son neveu Louis, Anthony D'Afano et Carl Petrollo furent inculpés par un grand jury pour crime organisé. Quelques semaines plus tard, le neveu de Rastelli fut retrouvé mort, un revolver, 357 magnums posés sur les genoux. Officiellement, il s'agissait d'un suicide. Mais au sein de la famille, personne n'y crut. La version la plus répandue était qu'il s'agissait d'un nouvel assassinat ordonné par Galante. En à peine 1 an, Philippe Rusty Rastelli avait perdu plusieurs de ses hommes les plus proches et les plus loyaux. À l'été 1975, il commença à purger sa peine de 4 ans de prison pour usure. Depuis sa cellule, il tenta de conserver le contrôle de l'organisation par l'intermédiaire de ses frères, Marty et Carmine Rastelli, et d'un cercle restreint d'alliés, parmi lesquels le soldat Joseph Massino. Les ennuis de Philippe Rusty Rastelli ne s'arrêtèrent pas à la prison. En janvier 1976, il fut inculpé pour extorsion dans une affaire remontant à plusieurs années. Rastelli avait créé une prétendue association de vendeurs ambulants de nourriture, une façade destinée à contrôler tout le secteur. Avec le temps, il domina pratiquement le marché des food trucks à New York. Ceux qui refusaient d'adhérer et de payer les cotisations exorbitantes signaient leur arrêt de mort. Dans le meilleur des cas, leurs camions de hot dogs étaient retrouvés incendiés. Le procès dura plusieurs mois et, le 27 août 1976, Rastelli fut condamné à 10 ans de prison et à une amende de 5,000 $. Il fut envoyé à la prison fédérale de Lewisburg, où ses seuls contacts avec l'extérieur étaient 2 hommes de confiance, Joseph Massino et Dominique Napolitano, alias Sonny Black, qui deviendrait célèbre des années plus tard avec l'affaire Donnie Brasco. Pendant ce temps, Carmine Galante poursuivait sa propre stratégie. Il n'oubliait pas ceux qui l'avaient trahi durant son séjour à Alcatraz. Sa mémoire était implacable, et tôt ou tard, il se vengeait. L'un de ses noms était Andimo Papadio, capot de la famille Lucchese. Dans les années 60, il avait partagé des affaires avec Galante dans le secteur des déchets. Mais lorsque Carmine fut incarcéré, Papadio profita de l'occasion pour s'emparer de son business de Paris. Le 25 septembre 1976, Papadio fut abattu près de son domicile à Long Island. Le crime ne fut jamais officiellement élucidé, mais tout indiquait la longue main de Galante. Peu après, le 3 novembre 1976,
Carmine frappa de nouveau directement la structure de Rastelli. Il ordonna l'assassinat de Pietro Licata, un capot vétéran de 70 ans. Le crime suivit le même schéma que celui de Papadio. Il fut exécuté près de la porte de son domicile, sans aucune possibilité de défense. Les médias réagirent avec force. En février 1977, la presse new-yorkaise commença à publier des articles sur le pouvoir croissant de Galante. Le magazine Time alla encore plus loin. Il le présenta comme le nouveau chef des chefs de la mafia new-yorkaise. Des années plus tard, un proche associé des Bonanno se souviendrait qu'en effet, cette période correspondit à l'apogée de l'influence de Galante. Il recrutait sans relâche de nouveaux membres, certains fidèles à sa cause, d'autres ennemis déclarés de Philippe Rastelli. Il avait une telle confiance en son pouvoir qu'il se permit même un geste téméraire face à l'opinion publique. En plein été 1977, New York était terrorisé par les crimes du tueur en série David Berkowitz, connu sous le nom de Fils de Sam. Galante décida d'offrir sa propre solution. Il mit un prix sur la tête de Berkowitz et ne chercha nullement à le dissimuler. Un défi ouvert qui montrait jusqu'où allait l'arrogance de l'homme qui aspirait à dominer entièrement la mafia new-yorkaise. Les tabloïds relayèrent l'affaire avec des titres spectaculaires. La mafia se joint à la chasse au fils de Sam. La situation devint si grave que le maire de New York, Abraham Beame, se vit contraint de publier un communiqué officiel. Il remercia publiquement tous ceux qui participaient à la traque du meurtrier, mais précisa clairement que la ville n'avait pas besoin de l'aide de la mafia. L'écho médiatique attira également l'attention du FBI. Galante fut placé sous une surveillance fédérale étroite. Très vite, les agents découvrirent qu'il violait l'une des conditions de sa liberté conditionnelle, l'interdiction de fréquenter des criminels condamnés. Les agents réussirent à le photographier, rendant visite à son vieil ami Joe Beck à l'hôpital, preuve suffisante pour le convoquer une nouvelle fois devant un tribunal. Le 4 août 1977, des agents du FBI lui notifièrent une citation pour violation des termes de sa libération conditionnelle. Carmine compara devant un grand jury fédéral, mais invoqua le 5e amendement pour refuser de témoigner. Le problème était que, compte tenu de son passé, Galante ne bénéficiait pas d'une immunité totale. Le juge lui ordonna de témoigner et, face à son refus, il fut accusé d'outrage à la cour et arrêté. Toutefois, il retrouva la liberté le jour même, après avoir versé une caution de 5,0000 $. Le 24 août, il se présenta de nouveau devant le tribunal. Et une fois encore, Carmine Galante refusa de parler. Cette fois, le juge fédéral fut catégorique. Carmine resterait sous la garde des marshals jusqu'à ce qu'il témoigne. Galante comprit que, cette fois-ci, il ne s'en tirerait pas aussi facilement. Il fit alors appel à 2 des avocats les plus influents de New York, Roy Cohn et Michael Rosen. Ceux-ci plaidèrent que leur client respectait toutes les conditions de sa liberté conditionnelle et que son seul souhait était de travailler dans le jardin de la maison de sa fille à Long Island. Les enquêteurs ne se laissèrent pas tromper. Ils voulaient des réponses précises sur les relations de Galante avec Joe Beck, ainsi qu'avec d'autres figures de premier plan. Le capo Bonanno Alphonse, Sonny Red, Indelicato, et même l'entrepreneur du porno, Mickey Zaffarano. Galante, avec son habituelle froideur, tenta de nier l'évidence. Il déclara ne connaître personne nommé Joe Beck. Cette tentative de renier un ami de toute une vie fut si absurde qu'elle apparut immédiatement pour ce qu'elle était. Le marshal le déclara en violation de sa liberté conditionnelle et Carmine fut envoyé en prison dans le Connecticut. En détention, Carmine Galante fut placé à l'isolement, au motif qu'il existait un risque qu'il tente de commettre un meurtre. Peu après, il fut transféré dans le Michigan. Ce transfert, qui semblait être une punition supplémentaire, lui apporta finalement un avantage inattendu. Dans cette prison, il fit la connaissance de Jerry Rosenberg, un détenu condamné à la réclusion à perpétuité pour un double homicide commis lors d'un vol. Rosenberg avait mis à profit ses années derrière les barreaux pour étudier le droit et obtenir 2 diplômes universitaires. Intrigué par le dossier de Galante, il en examina les pièces, repéra des incohérences juridiques et décida de l'aider. Le 27 février 1979,
un juge fédéral ordonna la libération de Carmine Galante, estimant qu'il avait déjà purgé sa peine. Le 7 mars, Lillo redevenait un homme libre, mais son retour inquiétait tout le monde. Galante était devenu excessivement arrogant, et son ambition était claire. Il voulait contrôler l'intégralité du marché de l'héroïne à New York. Les autres familles le considéraient comme une menace pour l'équilibre fragile de la Cosa Nostra. Avec l'aval de Philippe Rastelli, toujours chef officiel des Bonanno depuis sa cellule, une décision fut prise. Galante devait être éliminé. La mission fut confiée à l'un de ses protégés, Joseph Massino, un capot de seulement 36 ans, disposant de solides connexions dans d'autres familles, notamment avec son ami proche John Gotti. Massino devait en partie son ascension à Galante lui-même, mais craignait que le vieux parrain ne finisse par l'éliminer à cause de ses ambitions. La commission donna son feu vert. Carmine Galante était désormais condamné à mort. Les tueurs étudièrent minutieusement la routine de Galante. Ils savaient qu'il fréquentait régulièrement le restaurant Joe, Mary's, à Brooklyn, un établissement de cuisine sicilienne appartenant à son cousin Giuseppe Geppe Turano. C'est là qu'il fut décidé que l'exécution aurait lieu. Le groupe chargé de l'exécution était composé d'Anthony Indelicato, Dominique Trinchera, Luis Giacchitti et Russell Mauro. Le rôle principal revenait à Indelicato, un jeune tueur à gages déjà responsable de plusieurs assassinats. Joseph Massino lui-même, qui avait impulsé le plan, voulut y participer. On lui attribua une place dans la voiture de fuite, aux côtés d'Anthony Indelicato et de Sonny Red, le père d'Anthony. Sa mission consistait à superviser l'opération et à l'achever si les tueurs échouaient. Le 12 juillet 1979, vers midi, Carmine Galante arriva au Joe, Mary's accompagnée de son neveu James, qui travaillait comme son chauffeur. James le déposa à l'entrée et repartit après l'avoir vu entrer. Ce jour-là, le déjeuner avait une atmosphère particulière. Geppe Turano se préparait à partir pour la Sicile le lendemain, et la table était donc plus animée que d'ordinaire. Peu après, 3 autres convives se joignirent au groupe, le trafiquant Leonard Coppola et 2 des inséparables Zips de Galante, Baldo Amato et Cesare Bonventre, censés être ses gardes du corps. La famille de Carmine n'avait jamais vu Coppola d'un bon œil, mais Galante les rassura en affirmant qu'il s'agissait d'un ami de confiance. Les hommes s'installèrent sur la terrasse extérieure, un espace auquel on ne pouvait accéder qu'en traversant tout le restaurant. Le déjeuner se prolongea pendant plus de 2 heures. À 14h45, une berline s'arrêta devant l'établissement. 4 hommes cagoulés, le visage dissimulé par des passe-montagnes, en descendirent. 3 entrèrent dans le restaurant. Le 4e, armé d'un fusil, resta à l'extérieur pour surveiller la sortie. Le premier à percevoir la menace fut John Turano, le fils du propriétaire, qui eut juste le temps de crier avant d'être abattu par Dominique Trinchera. Le chaos éclata aussitôt. Les employés prirent la fuite, tandis que les coups de feu retentissaient dans tout le restaurant. Les tueurs avancèrent jusqu'à la terrasse. Là, Bruno Indelicato exécuta le propriétaire des lieux, Geppe Turano. Pendant ce temps, Carmine Galante, ignorant le désastre imminent, allumait un cigare. À cet instant, Russell Mauro lui tira à bout, portant au fusil de chasse, en pleine poitrine. L'impact fut si violent qu'il le projeta en arrière. Galante mourut sur le champ, le cigare encore coincé entre les lèvres. Le plus surprenant ne fut pas l'attaque elle-même, mais la réaction de ses gardes du corps. Au lieu de le défendre, Bonventre et Amato se joignirent aux assassins. Selon des témoins, Cesare Bonventre tira même sur le cadavre de son ancien chef, en signe de rupture définitive. Qu'ils aient connu le plan dès le départ, ou qu'ils aient su à temps de quel côté se trouvait le pouvoir, le fait est qu'ils choisirent la trahison comme passeport pour sauver leur vie. Après avoir accompli leur mission, les tueurs quittèrent les lieux en quelques secondes. Quelques minutes plus tard arrivèrent les premiers policiers, suivis, comme toujours, d'une nuée de journalistes. Ce qu'ils découvrirent resta gravé dans la mémoire collective. Le corps de Carmine Lillo, Galante étendu sur le sol, un cigare encore entre les lèvres, un symbole macabre scellant la fin de l'homme qui avait rêvé de devenir le maître absolu du narcotrafic à New York.
Lorsque le corps de Carmine Galante fut sorti pour être chargé dans le corbillard de la police, un homme se fraya un chemin dans la foule et cracha sur le cadavre. Un journaliste surpris lui demanda pourquoi. La réponse fut claire. « J'ai combattu le fascisme pendant la guerre. Carlo Tresca était mon ami. C'était une vengeance posthume. Un règlement de compte avec un passé qui saignait encore. » L'Église catholique refusa de célébrer une messe pour Galante. Malgré cela, il fut enterré au cimetière de St. John, dans le Queens, au milieu d'une foule impressionnante. Dans ce cimetière reposaient déjà certains des noms les plus puissants de la Cosa Nostra. Lucky Luciano, Joe Profaci, Joseph Colombo, Carlo Gambino, John Gotti, Vito Genovese et bien d'autres. Plusieurs journalistes parvinrent à s'infiltrer aux funérailles et demandèrent aux personnes présentes qui, selon elles, se trouvaient derrière l'assassinat. Les réponses furent évasives. Beaucoup évoquèrent un supposé accident ou une agression commise par des Portoricains. La vérité, comme toujours dans le monde de la mafia, resta enveloppée de silence. L'ironie voulut que la plupart des personnes impliquées dans l'assassinat de Galante ne lui survécurent que de quelques années. Le 5 mai 1981, Dominique Trinchera fut exécuté sur ordre de Joseph Massino, le même homme qui avait provoqué la chute de Galante. Mais tout le monde ne perdit pas avec sa mort. Certains surent tirer profit du vide de pouvoir laissé par l'homme qui avait rêvé de devenir le maître absolu de l'héroïne à New York. Après l'exécution de Galante, l'équilibre au sein de la famille Bonanno changea immédiatement. Dominique Napolitano, connu sous le nom de Sonny Black, et Joseph Massino passèrent du statut de simple soldat à celui de capot de l'organisation. L'histoire de Napolitano est bien connue. 2 ans plus tard, il serait assassiné pour avoir introduit dans la famille l'agent infiltré du FBI Joseph D. Pistone, alias Donnie Brasco. Quant à César Bonventre, l'ancien garde du corps de Galante, il fut arrêté par les fédéraux peu après le meurtre. Il nia toute implication dans l'assassinat et fut relâché sans inculpation, mais sa trahison ne lui apporta aucun bénéfice. Tandis que Rastelli restait en prison, les capots de la famille préparaient un coup interne. Bonventre choisit de s'aligner sur le camp de Rastelli, mais commit une erreur fatale. Rastelli se méfiait profondément des Ips et Massino les détestait. Bonventre tenta de se rapprocher de Massino, mais ne gagna jamais sa confiance. En avril 1984, il fut assassiné. Plus de 20 ans plus tard, en 2010, le soldat Salvatore Vital, devenu informateur, avoua sa participation au crime et révéla les détails de la mort de l'ancien Zip. Ainsi se résume la vie de Carmine Lillo Galante, un homme qui consacra chaque instant à la quête du pouvoir absolu. Il fut tout près d'y parvenir, mais la porte se referma sur lui au dernier moment. Certains estiment que, s'il avait régné, son règne aurait été aussi imprudent que celui de John Gotti ou de Nicky Scarfo. D'autres soutiennent que la famille Bonanno aurait pu être prospérée sous sa poigne de fer. Une chose est incontestable. Avec sa mort, c'est toute une époque de la mafia new-yorkaise qui prit fin. Et Galante en fut sans aucun doute le visage le plus brutal et le plus impitoyable. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la vie et la mort de Carmine Galante, celui que l'on appelait le roi de l'héroïne de New York. Si ce documentaire vous a semblé intéressant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires du monde du crime organisé. N'oubliez pas de laisser votre commentaire avec votre opinion sur Galante et de partager cette vidéo afin que davantage de personnes découvrent cette part sombre de l'histoire. On se retrouve dans le prochain épisode de Récits mafieux.